Standard & Poor's place la note souveraine de 15 États européens sous surveillance négative. L'Allemagne et la France sont concernés. Paris pourrait même voir sa note abaissée de 2 crans. Jean-Claude Juncker qualifie l'avertissement de follement exagéré. Décryptage dans un instant avec Karina Chabour. Tension extrême en République démocratique du Congo. La commission électorale doit annoncer les résultats complets provisoires de la présidentielle. Le président sortant Joseph Kabila devance Étienne Tshisekedi. On redoute des violences. Et puis 2 attentats ce matin en Afghanistan, en pleine fête religieuse. Au moins 30 personnes à l'entrée d'un sanctuaire chiite de Kaboul. 4 personnes ont été tuées à Mazar-i-Sharif, principale ville du nord de l'Afghanistan. Nous tenterons de joindre notre correspondante dans la région. Bonjour et bienvenue sur France 24. Je vous présente aussi celui qui nous accompagnera durant cette édition, Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe. Bonjour. Bonjour. Vous serez le premier rédacteur en chef de cette journée particulière. Aujourd'hui, France 24 fête ses 5 ans et vous avez choisi un reportage sur les femmes en Libye. Vous nous parlerez d'elles, de votre engagement pour la Libye et puis on évoquera aussi notre chaîne France 24. On commence par l'actualité que vous pourrez commenter si vous le souhaitez. Et d'abord, ce coup de tonnerre dans la zone euro. Standard & Poor's a placé sous surveillance négative les notes qu'elle attribue à la dette à long terme de 15 pays de la zone euro, dont l'Allemagne et la France, qui bénéficient actuellement de la meilleure note possible. L'annonce est tombée quelques heures après l'accord entre Merkel et Sarkozy. La France est le seul pays menacé d'un abaissement de 2 crans. Standard & Poor's menace toute la zone euro. La principale agence de notation a mis sous surveillance négative 15 pays européens, y compris ceux qui bénéficient du AAA. Les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg, mais aussi la France et même l'Allemagne, présentés comme le modèle à suivre par le gouvernement français. Les notes de ces 15 pays ont de fortes chances d'être dégradées dans les 3 prochains mois. Mais Standard & Poor's pourrait accélérer son calendrier et clore sa surveillance après le sommet européen de vendredi, lors duquel Paris et Berlin vont proposer la mise en place d'un nouveau traité. Ces annonces pourraient faire chuter des marchés revenus au calme ces derniers jours. La France est un pays sérieux sur le plan budgétaire. Elle l'a démontré, Standard & Poor's le dit d'ailleurs dans son communiqué ce soir. La France est un pays qui sait s'adapter. Nous l'avons montré à travers les différents plans. Mais la France n'est pas une île et nous dépendons d'un environnement économique international. Le ralentissement américain, les interrogations dans les économies émergentes, l'instabilité de la zone euro. Standard & Poor's justifie notamment sa décision par le risque accru de récession dans la zone euro et les désaccords persistants entre ses dirigeants pour sortir de la crise. Si la France était déjà sur la sellette, l'Allemagne est pour la première fois directement menacée. Mais à la différence de Berlin et des autres AAA européens, la note de Paris pourrait baisser non pas d'1, mais de 2 crans. Et ce matin, les réactions se multiplient. La menace sur le AAA français est à prendre au sérieux. Déclaration ce matin d'Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, pour qui la France a même plus d'efforts à faire que d'autres. Et puis le patron de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, qualifie l'avertissement de follement exagéré et injuste. Karina Chabour nous a rejoint sur ce plateau. Karina, c'est en tout cas un mauvais signal qui est envoyé quelques heures après l'accord Merkel-Sarkozy. Un mauvais signal à double titre. Ça veut dire que la zone euro n'est pas en mesure de convaincre, de rétablir la confiance. Et puis ça veut dire aussi que plus personne n'est à l'abri puisque les mauvais élèves sont à leur tour touchés. On pense à la France et surtout à l'Allemagne qui pour la première fois est menacée par une agence de notation. En ce qui concerne la France, elle est menacée de voir sa note rétrogradée non pas d'1 cran mais de 2 crans. Cela veut dire que ses prévisions de croissance pour l'année prochaine ne rassurent pas. Elles sont surestimées selon l'agence. De même que ses prévisions de réduction de déficit budgétaire, elles aussi sont considérées comme étant trop importantes pour l'agence. La crise s'aggrave malgré les mesures d'austérité. La récession pointe le bout de son nez et les nombreuses divergences européennes ne font qu'aggraver la situation. C'est une façon pour l'agence de mettre la pression sur les dirigeants européens pour qu'ils trouvent enfin un accord lors du prochain sommet en fin de cette semaine. Et si jamais l'agence met sa menace à exécution dans 3 mois, la conséquence c'est que cela coûtera plus cher pour ces pays de financer leurs dettes et donc on aurait probablement une spirale de l'endettement. Alors Karina, que penser de l'accord trouvé hier entre Merkel et Sarkozy? Alors j'ai envie de dire qu'à première vue, Angela Merkel impose ses vues, à savoir plus de discipline budgétaire et du point de vue de la solidarité, le bilan est mitigé. Et pas tant que ça finalement, puisque Berlin a surtout cédé sur la participation des créanciers privés. Les banques ou encore les fonds privés n'auront plus à participer lors des futurs plans de sauvetage européens. On s'en souvient, c'était une condition imposée par Angela
Angela Merkel lors du deuxième sauvetage à la Grèce fin du mois de juillet dernier. Et ça avait été une condition qui avait été très mal interprétée par les marchés. Ça avait occasionné en partie la panique qu'on a connue cet été. Et bien là-dessus, donc Angela Merkel a cédé du terrain. Les banques n'auront plus besoin de participer. Et si les banques ne participent plus, qu'il fera les États. C'est donc un signe vers plus de solidarité européenne. Ensuite, sur les eurobonds, et bien finalement, ce que l'on voit, c'est que l'Allemagne n'est plus fondamentalement opposée à mutualiser la dette européenne. Le tout, c'est une question d'agenda. Il faut d'abord que les États prennent des engagements très très fermes sur leur budget pour qu'ensuite, pourquoi pas, on puisse mutualiser les dettes. Enfin, sur la Banque Centrale Européenne, rien n'a été dit, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Berlin n'est plus opposé à une intervention de cette Banque Centrale. Le tout, c'est qu'elle ne le fasse pas de façon affirmée et non pas directe, mais qu'elle passe par le marché secondaire et en cas d'urgence. Un mot de la Bourse de Paris, 9h35, heure de Paris. Elle revient à l'équilibre. Le CAC 40 est stable malgré l'annonce de Standard & Poor's. Bernard-Henri Lévy, que vous inspire cette crise dans la zone euro, cette pression exercée par les agences de notation financière? Je suis scandalisé par cette affaire Standard & Poor's. Franchement, qui sont ces gens? D'où ils sortent? Qui les nomme? Quelle est leur compétence? Quel est leur métier? Comment est-ce qu'ils procèdent à leur dégradation? Voilà des gens qui ont un pouvoir de vie et de mort sur les économies du monde entier. On est tous suspendus à leur verdict. Des économies entières peuvent basculer et on ne sait pas comment ni quoi. Donc, mesure d'urgence. Moi, je suis aujourd'hui exceptionnellement, et bon anniversaire, votre rédacteur en chef d'occasion. Le rédacteur en chef de cette édition vous suggère, mais une enquête urgentissime et à fond sur Standard & Poor's. Qui sont ces Mickey? Qui sont ces technocrates qui décident comme ça, comme dans les jeux romains, ils font comme ça ou ils font comme ça, et tout le monde est là à saluer leur verdict. Pardon, mais il y a quelque chose quand même, on marche sur la tête. Les gens hurlent contre l'opacité de la bureaucratie de Bruxelles, alors qu'au moins on sait qui c'est, on sait à peu près d'où ces gens sortent, il y a un processus tout de même de légitimation de leurs décisions. Là, on a une espèce de technocratie invisible au diktat de qui nous sommes tous soumis. C'est scandaleux. Donc, enquête urgente sur Standard & Poor's. Prenez l'initiative à France 24. Gardez de l'énergie pour la suite aussi, Bernard-Henri Lévy. C'est très important. L'actualité, c'est aussi la République démocratique du Congo. La commission électorale devra annoncer tard dans la soirée les résultats complets provisoires de la présidentielle du 28 novembre. Les derniers chiffres confirmaient l'avance du président sortant, Joseph Kabila, sur l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Écoutez, Nicolas Germain, envoyé spécial à Kinshasa. Depuis plusieurs jours, le président de la commission électorale, Daniel Ngoy Mulunda, nous disait qu'il était sûr qu'il annoncerait ses résultats mardi, mais hier soir, pour la première fois, il a laissé planer un doute en disant que cela dépendrait de la bonne réception de tous les procès verbaux. Selon beaucoup d'observateurs, si jamais il l'annonce ce soir, ça sera sûrement vers minuit ou 1h du matin. Hier, pour la 4e journée consécutive, le pasteur Mulunda a annoncé des résultats partiels. Il dit que désormais, on connaît 68% des résultats des bureaux de vote et que selon ces résultats partiels, Kabila devancerait Tshisekedi. Mais attention, puisque dans certaines régions, on connaît seulement 50% des résultats, donc il faut faire très attention avec ces chiffres. Et puis, vous le savez, l'opposition rejette fermement ces résultats partiels. Elle explique que la commission électorale ne précise pas de quel bureau de vote elle parle, et donc pour les observateurs et les opposants, il est impossible de vérifier ces chiffres. 2 attentats, je vous le disais ce matin, en Afghanistan, en pleine fête religieuse. On parle pour l'instant de plus de 30 morts. À Kaboul, on rejoint tout de suite Marie Forestier. Marie Forestier, quelles précisions pouvez-vous nous apporter ? Écoutez, je suis juste à côté de la mosquée qui a été visée par l'attentat. Alors tous les gens ont été évacués. Il ne reste plus que des policiers qui ont déployé un important cordon de sécurité. Ils sont munis d'armes lourdes. On peut voir derrière le cordon qu'ils ont établi l'endroit où la bombe a explosé. Alors les dégâts ne sont pas très très importants, donc la bombe ne devait pas être très fortement chargée, mais comme il y avait une forte concentration d'Afghans en raison des commémorations de l'Ashura, ça explique le bilan aussi lourd de l'attentat. Alors le fait de viser les chiites, c'est la première fois que cela arrive en Afghanistan. Il n'y a pas d'attentat qui vise un groupe ethnique plus que l'autre. C'est aussi la première fois
qu'un attentat vise un endroit où une grande foule s'était rassemblée. Donc tout ça sont des mauvais signes, puisque l'Afghanistan, jusqu'à maintenant, c'est pas l'Irak, c'est pas le Pakistan, il n'y a pas de violence ethnique. Et le mode opératoire laisse penser que le groupe Haqqani, basé au Pakistan, pourrait être responsable de cet attentat. Il est bien sûr trop tôt pour le dire de façon définitive, mais ils sont souvent responsables des gros attentats à Kaboul. Merci Marie Forestier à Kaboul. J'ajoute 4 personnes tuées à Mazar-i-Sharif. C'est la principale ville du nord de l'Afghanistan. Tout ça dans un contexte, vous l'avez entendu, d'Ashura, une des principales fêtes de l'islam chiite. On sait votre admiration, Bernard-Henri Lévy, pour Massoud, hein, le commandant exécuté par Al-Qaïda. Vous suivez toujours l'actualité afghane? Ah oui, l'actualité afghane et pakistanaise, parce que là c'est la même chose. Comme vient de le dire votre correspondante, toujours difficile bien sûr de désigner, surtout pas un coupable. Mais enfin, ce genre d'attentat sectaire, comme on dit à Karachi, c'est assez une spécialité du Pakistan. Alors il y a peut-être 2 événements connectés. Le départ annoncé des troupes occidentales ou de la coalition, et puis le retour en force du Pakistan dans la région. On poursuit l'actualité. Damas, qui semble faire un pas en direction de la Ligue arabe. Hier, le régime de Bachar el-Assad s'est dit favorable à l'envoi d'observateurs en Syrie pour tenter de mettre un terme à la répression. Mais Damas, vous allez le voir, pose ses conditions. C'est un oui, mais sous condition. Après plusieurs jours de tergiversation, Damas accepte le principe de recevoir des observateurs dans le pays. Le gouvernement syrien a répondu de manière positive à la signature du protocole entre la Syrie et la Ligue arabe, selon la vision syrienne de cette coopération. Qu'entend Damas par vision syrienne de cette coopération ? Le régime assure avoir demandé des modifications mineures de l'accord, le nom des observateurs, leur nationalité, une manière de gagner du temps, selon cet opposant. Le gouvernement essaie de repousser la signature, même si c'est pour gagner quelques heures. Cela montre que le régime n'est pas clair sur sa volonté d'appliquer le protocole et de stopper les violences. Gagner du temps et tenir tête à une Ligue arabe qui a accéléré la cadence. Début novembre, l'institution réussit à faire signer au régime syrien un plan de sortie de crise prévoyant l'arrêt des violences. Il reste inappliqué. Conséquence, samedi, la Ligue arabe annonce des sanctions économiques. 19 personnalités interdites de voyage dans les pays arabes, avoirs gelés, interdiction de la vente d'armes des pays arabes à la Syrie et enfin réduction à partir du 15 décembre de 50% des vols commerciaux avec la Syrie. La Ligue arabe est décidée. Le comité pourrait ajouter des mesures dans le futur selon ce qui se passe dans le pays. Les dernières informations qui nous parviennent de Syrie ne montrent aucun fléchissement de la répression. Lundi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté la mort de 41 personnes. Alors faut-il croire à un infléchissement de la Syrie ? En tout cas, ce qui se passe là, ce bras de fer entre la Ligue arabe et le régime de Damas, c'est très intéressant. Moi, je crois qu'il faut saluer le courage de la Ligue arabe et la grande première qu'est cet ultimatum et ce bras de fer. C'est la première fois que ça arrive. Donc je pense qu'on est en train d'assister au commencement de la fin de Bachar el-Assad avec, à la manœuvre, ses frères, entre guillemets, c'est comme ça qu'on disait avant l'ultimatum, de la Ligue arabe. Et ça, c'est un événement majeur. L'adoption du principe de protection des civils ou du devoir d'ingérence par la Ligue arabe, c'est un événement essentiel de notre époque. Vraiment, je le dis avec beaucoup de ferveur parce que je suis très admiratif de cette démarche. Bernard-Henri Lévy, donc notre témoin, grand témoin de l'actualité. C'est l'heure du choix de notre invité, Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, et vous avez choisi que l'on parle de la Libye. Vous publiez d'ailleurs un livre, La guerre sans l'aimer, journal d'un écrivain au cœur du printemps libyen. Vous avez été le témoin et même l'acteur de la révolte qui a conduit à la chute de Mouammar Kadhafi. On regarde le sujet que vous avez commandé. On en parle juste après avec Gauthier Ribinski qui nous a rejoint. Un reportage à Tripoli signé James André et Khalil Béchir. Ces ruines sont tout ce qu'il reste de Bab el-Azizia. L'ancienne forteresse de Mouammar Kadhafi n'est plus qu'un tas de pierres dans lequel on vient fouiller, dans l'espoir de trouver une mallette de billets cachés. Les Libyens ont décidé de raser ce symbole de 42 ans de tyrannie pour faire place à la nouvelle Libye. Une nouvelle Libye qui inquiète notamment les femmes.
le CNT annonce déjà une constitution basée sur la charia. Si les frères musulmans arrivent au pouvoir, il y aura un durcissement de l'islam, l'instauration de la charia. Nous voulons une solution intermédiaire. Nous ne voulons pas que la femme soit totalement privée de ses droits, ni qu'elle soit habillée de manière provocante. La maison de l'ancien guide libyen est toujours debout, mais elle a été brûlée. Le symbole de la fin d'une ère, un changement pour lequel les femmes se sont aussi battues. Les islamistes qui disent que la femme ne doit pas conduire de voiture, qu'elle doit porter le voile intégral, c'est une chose qu'on ne veut pas dans notre société. À l'université, le sujet des droits des femmes fait débat. Dans un pays où les partis islamistes sont muselés depuis 4 décennies, on se demande comment les choses vont évoluer. Pour cette professeure de droit criminel, il ne faut pas céder à l'inquiétude. Moi, je connais les frères musulmans, je connais leurs idées. C'est vrai que ce sont des islamistes, mais ils sont très ouverts et très modérés. Et ils ont les mêmes objectifs que le peuple libyen. Les étudiantes parlent beaucoup de l'avenir politique du pays. Nombreuses sont celles qui ne veulent pas d'un gouvernement islamiste. Je suis absolument contre. La femme a le droit à l'éducation, elle a le droit de sortir, d'être libre. Elle doit donner son avis dans la société en tant que femme. Devant les bâtiments, l'ancien tabou fait aujourd'hui débat. Ils ne vont être qu'une composante du gouvernement. Mais s'ils prennent le pouvoir, ce sera difficile pour nous. On ne pourra plus étudier à l'université. Si c'est le peuple libyen qui les choisit, pourquoi pas? Je ne pense pas que les frères musulmans vont opprimer les femmes. Au contraire. Pourquoi est-ce qu'on a fait la révolution? C'est pour que l'homme et la femme aient les mêmes droits. Si toutes les femmes interrogées reconnaissent l'héritage islamique du pays, toutes craignent une dérive islamiste qui pourrait les priver de leurs droits. Alors pourquoi avoir choisi de parler des femmes en Libye? Parce qu'elles étaient en première ligne de la révolution. C'est des femmes que j'ai commencé par rencontrer lorsque je suis arrivé à Benghazi fin février dernier. Et parce qu'elles seraient en première ligne de la régression si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'islamisme triomphait en Libye. Je dis ce qu'à Dieu ne plaise parce que je n'y crois personne. Ça n'est pas mon hypothèse principale. Je ne crois pas que ça soit l'hypothèse la plus plausible. Les frères musulmans en Libye n'ont pas la même importance qu'en Égypte, par exemple. Et je continue de penser que cet islam intermédiaire dont me parle, c'est la formule employée, la plupart de mes interlocuteurs dans mes voyages en Libye, je continue de penser qu'il triomphera. J'attire votre attention d'ailleurs sur une chose. Tout le monde s'est écrié quand Mustafa Abdel-Jalil a prononcé cette phrase sur la charia le jour de la libération. Que la Constitution allait s'inspirer de la charia. D'abord, il n'en sait rien parce que c'est pas lui qui fera la Constitution, c'est la constituante, et que lui-même n'a pas d'avenir politique puisqu'il a décidé avec beaucoup de courage et de dignité de se retirer après la période de transition. Mais surtout, il y a un gouvernement qui a été nommé 3 semaines plus tard, aujourd'hui, qui est là, en Libye. Il n'y a pas un ministre islamiste. Il n'y a pas dans le gouvernement de la Libye post-Kadhafi un seul ministre islamiste. Donc ça, c'est plutôt un bon signe qui va dans le sens du témoignage et du vœu de ces femmes courageuses, la plupart, sauf une au début, visage dévoilé, que nous venons d'entendre. Jeannette Bougrab, la secrétaire d'État française à la jeunesse, dit qu'il n'existe pas d'islam modéré. Qu'en pensez-vous? Elle a dit qu'il n'existe pas d'islamisme modéré. Je crois, l'islam modéré, bien sûr qu'il existe un islam modéré. Non, Jeannette Bougrab a dit qu'il n'existait pas d'islamisme modéré. Moi, ce que je crois en effet, c'est qu'il n'y a pas de salafisme modéré. Par exemple, je crois que les frères musulmans, il n'y a pas de frères musulmans modérés, c'est vrai. Mais en même temps, l'histoire du monde, elle se fait avec les forces en présence. C'est-à-dire que les frères musulmans, ils existent en Égypte. Il faut traiter avec eux, il faut qu'il y ait, entre les laïcs et les frères musulmans, entre les musulmans non fondamentalistes et les fondamentalistes, il faudra bien qu'il y ait des compromis et une bataille politique. La démocratie, ça s'appelle, c'est l'autre nom de la bataille politique. Donc ces pays-là sont le théâtre aujourd'hui d'une nouvelle bataille qui sera longue, qui sera sans merci, mais avec néanmoins des moments de compromis entre les
force modérée, l'islam des Lumières, l'héritier de l'islam des Lumières, et puis l'islam fondamentaliste des frères musulmans ou des salafistes. Gauthier ? La bataille démocratique, c'est effectivement une bataille qui va clopin-clopant. Est-ce que ça veut dire que dans le cas des femmes dont vous venez de parler, il n'y a pas pire servilité que celle acceptée précisément par celles qui sont les premières concernées ? Il n'y a pas pire servilité que celle qu'imposait la dictature. Donc ce n'est pas une raison pour regretter ce que la dictature imposait, bien sûr que non. La dictature traitait les femmes comme des esclaves. Et je pourrais vous en donner 1000 exemples. Et la Libye, hélas, en regorge. Maintenant, c'est pas parce il y avait une dictature qu'il faut en accepter une autre. Et par exemple, le voile intégral, comme on l'a vu là, dans la première jeune femme, on ne sait même pas si elle est jeune, on l'a pas vue, qui est apparue dans ce reportage, ça ce serait un retour en arrière, un retour à l'âge barbare, inacceptable pour les Libyennes. Or, les Libyennes, elles ont fait la révolution. À Benghazi, à Misrata, elles étaient en première ligne sur la corniche. Moi, je vous répète, lorsque j'arrive à Benghazi pour la première fois, au moment où les chars de Kadhafi sont en train de marcher vers la ville, de rouler vers la ville, celles qui restent, celles qui ont décidé de faire front, qui ne sont pas parties à Tobrouk, ce sont bien souvent des femmes. Elles ont payé un prix très lourd. Un mot de vos rapports avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui, vous, l'homme de gauche qui avez réussi à le convaincre à aller en Libye. Écoutez, vous souhaitez sa réélection? C'est ce que je dis dans le livre. Vous savez, le livre commence là-dessus et se termine là-dessus. C'est une histoire un peu rare, mais c'est comme ça, d'une alliance qui a commencé avec le premier jour de la guerre de Libye et qui s'est arrêtée avec le dernier jour de la guerre de Libye. Nous ne nous sommes plus parlé depuis le voyage que nous avons fait ensemble, où j'ai eu l'honneur de l'accompagner, plus exactement, à Tripoli. Il y a eu un compagnonnage qui s'est noué à un moment, qui s'est dénoué à ce moment-là, et qui est donc strictement lié à cette affaire de Libye. Voilà, c'est un peu étrange, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans l'histoire des intellectuels, où vous avez soit des intellectuels assermentés, soit des intellectuels purement critiques. Là non, il y a eu un compagnonnage provisoire et qui s'est interrompu. Merci Bernard-Henri Lévy pour ce focus sur la Libye. Et puis un mot sur France 24 évidemment, on souffle aujourd'hui nos 5 ans. Ben oui. Merci. Pourquoi appréciez-vous notre chaîne ? J'apprécie votre chaîne parce que dans ces événements qui m'ont tellement importé et auxquels j'ai associé un grand bout de ma vie quand même, qui sont ces printemps arabes, France 24 était, quand j'étais en Égypte, quand j'étais en Libye, en Tunisie, c'était extraordinaire. Tout le monde me parlait de France 24. Vous étiez une source d'information fiable, vous étiez un lieu de témoignage considéré comme essentiel par tous mes amis libyens. Quand je les amenais à Paris, quand j'ai amené à Paris les combattants de Misrata pour qu'ils rencontrent Sarkozy, le président Sarkozy, je crois que c'était le 20 juillet, une des premières choses qu'ils m'ont demandé en arrivant à l'hôtel du Pas-de-Calais, rue des Saints-Pères, c'est est-ce qu'il y a France 24 dans les chambres? C'est extraordinaire, c'est une des premières choses. Ils arrivaient de la ville martyre à la ville lumière. Le contraste était quand même plus que saisissant. Pour eux, c'était... Et l'une des premières questions qu'ils m'ont posées, Général Zarmou, Colonel Beitmal et Colonel Hachem, c'est est-ce qu'il y a France 24 dans les chambres? C'est pas une blague. Donc, voilà. Donc, pour moi, France 24 m'a un peu accompagné pendant ce journal de la guerre en Libye et pendant ces 8 mois d'horreur et en même temps de fièvre. Merci Bernard-Henri Lévy, notre grand témoin de l'actualité en ce jour exceptionnel pour France 24. Nous souhaitons un bon anniversaire évidemment, les 5 ans de notre chaîne. C'est moi, je vous souhaite à Merci. vous et voilà, à tous vos équipes. Restez avec nous, l'info continue bien sûr sur France 24.